Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On dirait que j'ai comme moins le goût d'en faire ces temps-ci. Mais aujourd'hui, je tenais à en faire une parce que c'est la journée du chandail rose. Puis c'est une journée de sensibilisation contre l'intimidation. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis je pensais faire une petite vidéo d'information là-dessus. Donc, je vais vous parler un petit peu de la journée du chandail rose. Puis ensuite de ça, on va parler de la définition de l'intimidation, les formes que ça peut prendre, les conséquences à court et à long terme que ça peut avoir. On va parler aussi de cyber-intimidation parce que c'est comme quasiment un sujet à lui tout seul. Puis ensuite de ça, on va aller vers la partie la plus importante de la vidéo, donc la prévention. Puis on va parler aussi, pour conclure, de la loi qui est passée en 2012 au Québec pour contrer l'intimidation. Donc j'espère que ça va être une vidéo qui va vous intéresser. Donc la journée du chandail rose, ça a commencé parce qu'en 2007, il y a un élève de Cambridge en Nouvelle-Écosse qui s'est fait intimider parce qu'il portait un chandail rose. Puis il y a des élèves de l'école qui ont pris l'initiative pour le soutenir de distribuer une cinquantaine de chandails roses pour que les gens montrent leur soutien et tout. Puis depuis, c'est devenu une journée comme de prévention qu'on célèbre à chaque année le dernier mercredi de février. Euh, donc voilà, ici au Québec, c'est organisé par Interligne. Donc le chandail rose de cette année a été designé par l'artiste Milkbox en collaboration avec les jeunes de Jeunesse Lambda, qui est un organisme queer pour les jeunes à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup d'intimidation en contexte scolaire, mais il faut savoir que bon, l'intimidation, ça peut arriver dans plusieurs autres contextes, dont en milieu de travail. C'est juste que moi, aujourd'hui, je vais focuser sur le contexte scolaire. Donc, l'intimidation, la définition selon le gouvernement du Québec, c'est une forme de violence donc qui se traduit par des comportements, des paroles ou des gestes. Répétitif, c'est un caractère assez important de la chose parce que c'est pas juste un geste qui est de l'intimidation, il faut que ça soit répété. Exprimé directement ou indirectement. Quand on parle indirectement, ça va être, mettons, parler dans le dos de quelqu'un avec d'autres personnes. C'est pas directement envers la personne, mais ça l'affecte. Et dans le but de nuire ou de faire du mal, puis c'est posé dans un contexte où il y a un rapport de force inégal entre les deux personnes ou le groupe de personnes et la personne. Ça peut prendre plusieurs formes différentes, donc ça peut être physique, donc des coups, faire tomber la personne, la pousser, la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Ça peut être verbal, donc des insultes, des menaces, faire des remarques désobligeantes et tout. Ça peut être social, donc là, ça va être tout ce qui va être comme d'isoler la personne ou de, je sais pas, répandre des mensonges, des rumeurs, des choses comme ça. Il y a la forme matérielle aussi, donc ça va être s'en prendre au bien matériel d'une personne. Donc, je sais pas, ça peut être en contexte scolaire, mettons, déchirer ses cahiers ou comme euh, ruiner ses vêtements, des choses comme ça. Puis il va y avoir la cyber-intimidation sur laquelle on va revenir tantôt. Si vous me voyez regarder par en bas, c'est que je suis mes notes quand même. Donc, les conséquences que ça peut avoir sur la victime, ça va être un sentiment de détresse assez intense. Ça peut être de la peur, donc la peur de retourner à l'école, de l'anxiété, du stress, qui sont comme toutes un peu des... Il y a des petites variantes, mais bon, on comprend le sentiment général. Un sentiment de culpabilité, comme de sentir que c'est de sa faute que ça arrive, de l'humiliation, de l'isolement, donc ça peut être que la personne se fait isoler ou que la personne, pour dealer avec ses émotions, se renferme sur elle-même. Donc, ça peut être aussi des symptômes dépressifs, parfois accompagnés de pensées suicidaires dans certains cas. Il peut y avoir un gain ou une perte de poids, ce qui vient un peu avec les... je l'ai marqué, mais ça vient un peu avec les symptômes dépressifs, donc au niveau de l'appétit, tout ça, l'anxiété peut jouer là-dessus. Donc, il va y avoir des malaises physiques. C'est quelque chose que, mettons, en tant que parent, on peut plus voir, détecter chez l'enfant qui peut être un signe qui peut nous alerter. Donc, si l'enfant se plaint de... euh, l'enfant ou l'ado là, se plaint de maux de ventre fréquents, encore une fois à cause de l'anxiété et tout, des maux de tête, euh, voilà, comme une tension en général. Euh, Ensuite de ça, bon, c'est cette détérioration de l'état de santé en général parce que ça affecte un petit peu tout. Perte de confiance et d'estime de soi, ça c'est quand même, ça peut être quand même assez visible dans le comportement de l'enfant. Des difficultés de concentration et d'apprentissage parce que c'est juste comme quelque chose, encore une fois, de l'anxiété qui te tourne en tête, comme un poids, un fardeau qui te suit, qui t'empêche de te concentrer. Ça vient aussi avec un peu les symptômes dépressifs, moi je trouve. Là. Euh, Ensuite de ça, des absences scolaires, donc encore une fois, la peur d'aller à l'école ou comme éviter d'être à l'école.
décrochage scolaire pour les plus vieux, de l'exclusion sociale, je l'ai un peu mentionné tantôt au niveau de l'isolement, des actes de délinquance, ça peut être un peu comme un genre de lashing out ou comme pour essayer de prendre contrôle de quelque chose, de l'automutilation dans certains cas. Ça peut être de l'agressivité et de l'impulsivité, encore une fois, comme des émotions qu'on peut comme réprimer puis qui sortent tout croche, ou qu'on n'exprime pas parce qu'on on dit pas qu'est-ce qui se passe vraiment, donc ça sort sur d'autres personnes, ça sort tout croche. Et ça peut être aussi des troubles du sommeil, donc encore une fois, l'anxiété amène de l'insomnie aussi. Voilà, ça c'est plus comme les trucs à court terme que ça peut amener. Mais l'intimidation, c'est quelque chose qui va marquer la personne, dépendamment encore une fois de la durée, de l'intensité, de la fréquence de l'intimidation. Ça peut marquer plus ou moins la personne, dépendamment aussi de sa capacité de résilience. Mais ça peut être quelque chose qui laisse des traces toute une vie. Il y a des gens là, qui ont 60 ans et qui vont aller parler à leur psy quand même de qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes à l'école et tout. C'est quelque chose de marquant, puis je vais vous parler un petit peu des conséquences que ça peut avoir à long terme. Donc, ça peut avoir un impact sur les habiletés sociales de la personne. Si la personne a été comme mise à l'écart et comme tout le long de son enfance, dans ses années développementales, puis qu'elle n'a pas eu de contact nécessairement avec les autres enfants de son âge, de contact positif et comme constructif et tout, ça se peut que ça ait affecté ses capacités sociales et que ce genre de retard-là, de décalage-là paraisse quand même quand la personne est plus vieille. Le fait d'avoir été intimidé à l'école augmenterait aussi, selon une étude des chercheurs de l'université de Lancaster, de Wollongong, oui, euh, et de Sydney. Donc, c'est sur cette étude-là que je me base, mais ça augmenterait de 40% le risque d'avoir une maladie mentale à partir de l'âge de 25 ans qui ont comme regardé ces effets-là. Et ça augmenterait aussi au même âge de 35% le risque de chômage. Donc, ça peut avoir des impacts très, très réels sur la vie de la personne plus tard. On a souvent tendance à comme, minimiser ça puis faire comme, ah, tu sais, les enfants vont être des enfants. Puis comme c'est une partie de la vie, comme un rite de passage quasiment, là, que tout le monde passe par là. Puis non. Mais non, c'est pas normal. Puis c'est quelque chose qu'il faut essayer d'arrêter, qu'il faut gérer. Euh, Parce que c'est ça, ça affecte les gens à long terme, puis ça crée d'autres problèmes. Pour la cyber-intimidation, ça se ressemble quand même beaucoup, mais bon, ça va être des gestes d'intimidation qui vont être réalisés dans le cyberespace. Donc, ça peut se produire par différents moyens de communication. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être par message texte, ça peut être comme dans les chats de jeux en ligne. Bref, tous les endroits où comme, les gens peuvent communiquer ou poster des choses. Donc voilà, puis c'est quelque chose, c'est un enjeu qui n'était pas là avant, tu sais, l'intimidation, ça a été là, comme ça fait partie de la vie depuis, depuis que le monde est monde, tu sais, mais la super-intimidation est un nouvel enjeu qui est arrivé avec justement comme l'avènement des réseaux sociaux et tout, puis Internet, puis c'est quelque chose qui se développe très très rapidement, les technologies se développent assez rapidement, donc, des fois, les gens ont de la misère à keep up un peu avec ce qui se passe pour faire de l'intervention, pour faire de la prévention à ce niveau-là. Donc, c'est important de rester informé de ce qui se passe chez les jeunes qui sont cool et qui sont sur Internet. Donc, voilà. Donc, des exemples, encore une fois, ça peut être des insultes, des messages blessants qui peuvent être en privé ou affichés sur le profil de la personne. Des rumeurs, des mensonges circulés par message comme à d'autres gens dans des group chats, des photos, des vidéos prises à l'insu de la personne sans son consentement qui la ridiculisent, qui vont être comme distribuées et tout. Donc ça, c'est des exemples de choses qui peuvent arriver. En 2022, il y a une étude québécoise qui a été faite qui s'appelle l'étude québécoise sur les rapports sociaux dans un contexte scolaire, de travail et dans la communauté. Qui a relevé que 27% des jeunes de 12 à 17 ans auraient vécu de l'intimidation en contexte scolaire, donc c'est à peu près le quart. Et de ces jeunes-là qui ont vécu de l'intimidation, il y en a 61% qui se seraient confiés à quelqu'un qui aurait rapporté les événements.
et le reste n'en aurait pas parlé. Et les raisons pour lesquelles les gens n'auraient pas parlé, c'est principalement par honte et par peur de représailles, comme peur que comme, ça empire la situation. J'ai trouvé ça intéressant que l'étude relève les raisons pour lesquelles les jeunes n'allaient pas nécessairement aller en parler, parce que ça vient vraiment rechercher mon vécu à moi, comment comment je l'ai vécu, parce que, bon, j'en ai vécu pendant comme euh, 9 ans de l'intimidation, puis j'en ai pas parlé ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes amis. En fait, j'en ai parlé une fois à une prof, puis j'ai pas été crue, donc je me suis dit que j'en parlerai plus jamais. Mais le reste du temps, j'en ai pas parlé pour ces deux raisons-là, parce que j'avais énormément de honte et je sentais que, comme un peu que je le méritais dans un certain sens, que c'était de ma faute. Euh, puis, euh, puis aussi parce que j'avais peur que la situation empire. C'était vraiment comme une grosse peur que j'avais et qui était la raison principale pour laquelle j'allais pas en parler aux adultes autour de moi. J'avais peur que comme il aille en parler aux jeunes, que le jeune ne prenne pas l'adulte au sérieux, puis qu'il redouble d'efforts pour me faire du mal. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Puis, je trouvais ça intéressant qu'il relève ces deux facteurs-là dans l'étude. La journée du chandail rose est organisée par Interligne, entre autres parce que les jeunes LGBTQIA2S+, sont plus à risque de subir de l'intimidation que leurs pairs hétéros et cisgenres. Donc, selon l'enquête sur sur les parcours amoureux des jeunes LGBTQ, 61% des jeunes de 14 à 22 ans LGBTQ disent avoir subi au moins une forme d'intimidation hétéro-cis-normative. Et récemment, l'organisme GRI Montréal aurait fait une étude, un genre de sondage dans plusieurs écoles et tout, et aurait constaté une hausse de l'homophobie, comme il y a de moins en moins de tolérance, de plus en plus d'homophobie et une hausse des gestes homophobes aussi dans les dernières années. Puis quand je parle dans les dernières années, c'est vraiment comme, tu sais, depuis le début de la pandémie, mettons, là, comme, puis depuis ce qu'on voit, toute la montée de la droite en ce moment dans le monde, ça affecte aussi beaucoup. Donc, voilà, c'est un facteur à retenir. Puis je pense aussi que là, j'ai pas été chercher d'études, c'est quelque chose qui vient de me popper dans la tête là, mais les jeunes neurodivergents aussi sont généralement plus la cible aussi d'intimidation, justement parce qu'ils fitent moins socialement. Euh, donc, ils vont vivre plus d'exclusion et tout, puis ça peut amener aussi les insultes et tous les comportements d'intimidation. On est rendu à la section prévention. Donc, là, j'ai fait une liste quand même de choses qu'on peut faire. Il y a certaines choses que c'est plus comme, oui, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, à l'école et tout. Mais il y a certaines stratégies qui sont plus comme à long terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour prévenir, mais ça c'est plus à long terme. Donc voilà. Donc le soutien des enseignants, relations positives entre les enseignants et les élèves, donc que l'enseignant soit vu vraiment comme une figure de confiance, puis que l'élève sente qu'il puisse venir se confier et que l'enseignant va faire son travail de le protéger, dans le fond. Que les règles autour de l'intimidation soient claires, on peut les afficher dans la classe aussi, et qu'elles soient enforcées, donc qu'il y ait vraiment les sanctions quand ça arrive. Pas juste comme on met les règles, mais quand il y a quelque chose, on ferme les yeux, puis on fait comme si ça n'existait pas. Parce que ça, c'est quand même un problème qui est assez répandu dans les écoles. Parfois, surtout au niveau de la direction, ça va être plus facile d'ignorer l'élève qui est intimidé ou comme de faire en sorte que ce soit lui qui change d'école, que d'intervenir sur un groupe de jeunes, puis enforcer la discipline et tout. Sauf qu'il faut vraiment le faire, parce que sinon ça amène des problèmes, puis on l'a vu, c'est des choses qui sont passées dans les journaux et tout. Donc voilà. Présence de surveillants dans les corridors, encore une fois, pour qu'il y ait moins l'occasion que ça se passe comme sans que les gens le voient. Encore une fois, il faut que les surveillants interviennent aussi, là, qu'ils ne soient pas juste comme ça, les bras croisés, parce qu'il y en a qui sont comme ça aussi. Des ateliers sur la gestion des émotions, puis je dirais à partir vraiment d'un jeune âge, à partir du préscolaire. Pourquoi? Parce que ça va prévenir les gestes agressifs. Si la personne sait mieux gérer ses émotions, sa colère et tout, ça peut, c'est ça, prévenir. Puis aussi pour
la personne qui est intimidée, ça peut être une bonne chose de savoir gérer ses émotions aussi. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va améliorer non seulement comme l'estime du jeune, puis sa façon d'être, mais aussi les relations entre les jeunes. Euh, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus quand même, mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est quelque chose, là, je parle à l'école, mais ça peut se faire beaucoup aussi à la maison avec les parents. Donc, c'est quand même une bonne stratégie. Des ateliers développant les compétences personnelles et sociales, donc justement pour les liens entre les élèves, la gestion des conflits et tout. Qu'il y ait un programme développé par l'école visant à intervenir sur la culture du milieu, donc une politique contre l'intimidation, puis que ce soit ça, au niveau aussi de comment les enseignants agissent, autant que au niveau des... C'est de la politique contre l'intimidation, des sanctions qui peuvent être mises et des valeurs qu'on vise dans le milieu. Former plus le personnel enseignant pour qu'il soit plus outillé pour intervenir et pour intervenir de la bonne façon, parce que intervenir de la mauvaise façon peut aussi empirer la chose. Donc, des interventions et de la prévention en classe aussi. Quand on dit prévention, oui, il peut y avoir des conférences pour parler de ce que c'est et tout, mais encore une fois, il faut que la conférence soit faite par, de la bonne façon, puis par quelqu'un qui va rejoindre les jeunes, pas quelqu'un que les jeunes vont trouver comme irrelevant ou qui vont ridiculiser. Fait qu'il faut vraiment que ça soit quelque chose qui amène quelque chose aux jeunes. Donc, bien choisir ton conférencier dans ces moments-là. Mais sinon, outre les conférenciers, juste des petits ateliers en classe de prévention. Sensibiliser les parents, parce que, encore une fois, la mentalité de c'est juste des choses d'enfant, ça arrive à tout le monde, gère-toi. C'est quelque chose qui était très présent quand nos parents étaient en train de grandir. Et parfois nous aussi. Puis c'est quelque chose qui va faire en sorte que si l'enfant vient se confier, le parent va peut-être vraiment dismiss un peu les problèmes de son enfant, et puis là, l'enfant va se refermer, puis en parlera plus, puis va vivre ça tout seul dans son coin. Donc, de sensibiliser les parents sur l'impact que ça peut avoir, puis justement sur comment intervenir aussi avec son enfant, comment agir, comment être là, être présent pour son enfant dans ce cas-là. On peut avoir, il va y avoir la présence de TES, donc d'éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux aussi, et de psychologues, si on est capable d'en avoir un, dans l'école, et que ces intervenants-là travaillent de concert ensemble, tu sais, qui se parlent, là, que l'information se parle, puis qui travaillent aussi de concert avec les enseignants. Donc, on veut qu'il y ait une bonne collaboration entre tous les partis pour que les interventions soient plus efficaces et fonctionnent. Mais je sais que, bon, on est à bout de ressources dans le système scolaire et il coupe encore plus dans le système scolaire. Donc, je sais que c'est difficile, mais dans un monde idéal, ça serait une bonne stratégie. Une stratégie qui peut être là, qui est intéressante, mais qu'il faut vraiment que ça fait de la bonne façon, ça va être du soutien par les pairs. Donc, que ce soit, mettons, un groupe d'élèves intéressés à agir contre l'intimidation, qui sont formés un petit peu quand même, là, qu'on leur donne une petite formation de base et qui peuvent être présents comme une figure rassurante pour des jeunes peut-être un peu plus jeunes qu'eux qui vivent l'intimidation, ou comme faire une genre de brigade là, que les jeunes peuvent aller se confier, puis que c'est ça, c'est de l'intervention par les pairs, mais il faut quand même qu'on forme un minimum les jeunes qui vont faire partie de cette initiative-là, pour pas que ça parte dans tous les sens, puis que ça soit bien encadré par les adultes, of course. Au niveau de la cyberintimidation, ça va être beaucoup de l'éducation sur l'utilisation des technologies et des réseaux sociaux pour les élèves, pour les sensibiliser à comme ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, sur la sécurité informatique, sur les parents aussi, parce que les parents peuvent être déconnectés de la réalité que vivent les enfants sur Internet. Je dis les enfants, mais encore une fois, les ados aussi, là, parce que, comme on disait tantôt, la technologie évolue tellement rapidement que c'est difficile de keep up des fois, mais c'est important de keep up pour être au courant des enjeux qu'il y a. Puis sensibiliser les profs aussi. Donc, bref, sensibiliser tout le monde sur le sujet, faire de l'éducation là-dessus. Puis, quand on en parle aux enfants, je dis tout le temps aux enfants, mais vous comprenez, les jeunes, les étudiants, d'insister aussi sur le fait que ça peut avoir des conséquences légales importantes. Au niveau de la cyberintimidation, il y a beaucoup de preuves, mais comme au niveau aussi de l'intimidation en général, s'il y a
comme des menaces sur la vie de la personne ou comme des abus physiques qui ont lieu, ça peut aussi avoir des répercussions légales. Donc, insister là-dessus peut faire comprendre la gravité de la chose aux intimidateurs. En 2012, au Québec, on a adopté une loi, la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation à l'école, c'est la loi 56, pour justement mettre un cadre un petit peu, puis essayer d'améliorer la situation. Donc, cette loi-là insiste sur le caractère, ben, ça définit l'intimidation en premier pour qu'on sache sur quoi on légifère puis sur quoi on agit. Donc, ça insiste sur le caractère répétitif de l'acte, le rapport de force inégal, le sentiment de détresse de la victime. Ça mentionne aussi la cyberintimidation. Et la loi fait en sorte que l'école doit adopter un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Donc, ils sont obligés là, légalement d'avoir ce plan-là. Et ce plan-là doit contenir une analyse de la situation de l'école, donc au niveau de l'intimidation, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'ils ont pu observer, les mesures de prévention qui vont être prises, les modalités de signalement et de plainte. Donc, si un élève ou un parent veut faire une plainte, ça va être quoi? Le cheminement de la plainte, comment on va traiter ça à l'école. Ensuite de ça, on détaille aussi les actions qui doivent être prises lors d'un acte d'intimidation. Donc, l'école décide ça. Ensuite de ça, les mesures de confidentialité au niveau de justement de la plainte et de tout ça et de cette démarche-là. On doit aussi donner des mesures de soutien et d'encadrement pour l'élève victime et aussi pour l'élève perpétrateur parce qu'on n'agit pas juste sur la victime, il y a deux côtés là-dessus. Puis l'élève perpétrateur, souvent, est en souffrance aussi. Ça part pas de nulle part, ce comportement-là. Il peut y avoir, ça peut être souvent des comportements qui sont reproduits parce qu'il se passe quelque chose à la maison. Je m'égare, mais bref, tout ça pour dire qu'il faut avoir des mesures pour les deux parties. Il faut qu'on détaille les sanctions disciplinaires qui vont avoir lieu et aussi qu'on mentionne qu'on va faire un suivi de la situation, c'est obligatoire. Donc, il faut que ce document-là, chaque école en développe un, que le document explicatif soit fourni aux parents, puis ça peut être dans une version vulgarisée un peu, parce que comme ils peuvent se faire un plan comme légal, officiel, qui garde, mais il faut aussi que le plan qui est fourni aux parents soit compréhensible pour les parents. Je sais que ça peut être aussi mis en ligne sur le site de l'école, accessible, mais bref, c'est ça. Et ça doit être un document qui est révisé annuellement, donc on regarde si la situation a changé, si on doit faire des ajustements. Donc voilà, c'est un cadre légal qui a été mis au Québec. Je trouve que c'est une bonne chose. J'espère que c'est appliqué. Je sais que parfois c'est pas appliqué partout, qu'il y a des dérives, encore une fois, comme dans n'importe quoi, mais je pense que c'est quand même une bonne décision, un pas dans la bonne direction qui a été pris en 2012 pour ça. Donc pour conclure, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Ça me touche personnellement. C'est quelque chose qui a quand même eu un gros impact dans ma vie. J'ai été intimidée de mon entrée au primaire jusqu'à mon secondaire 2. Puis après ça, en secondaire 3, j'ai changé d'école et ça a arrêté. Thank God. Mais ça a été quelque chose qui a été assez... ça a commencé quand même doucement, puis ça a pris de l'ampleur au fil des années. Ça a commencé par comme justement le côté plus social d'exclusion, puis de petites rumeurs qui se passent. Après ça, les insultes aussi qui viennent avec au niveau verbal. Puis en vieillissant, il y a eu de plus en plus de choses physiques qui sont arrivées. Donc, me faire cracher dessus, me faire donner des coups, parfois par plusieurs personnes, me faire pousser, trébucher et tout. Il y avait aussi l'aspect matériel de la chose, donc me faire, je sais pas si me faire lancer des objets, ça rentre là-dedans ou dans le physique, mais la destruction de mon matériel scolaire aussi, les gens pitchaient mes livres par la fenêtre ou déchiraient mon agenda, mes vêtements aussi qui ont été mis dans la toilette à un moment donné, tu sais, c'est des choses comme ça qui sont arrivées. Puis c'est ça, ça prenait de plus en plus d'ampleur, puis c'était de plus en plus généralisé dans le sens que c'était pas deux, trois élèves qui le faisaient. Plus ça allait, plus c'était un peu tout le monde. Mais pas tout le monde, là, mais comme c'était. Il y avait de plus en plus de gens qui le faisaient. J'ai essayé d'en parler en troisième année, après qu'il y ait comme trois gars qui m'aient pris dans un coin de la cour puis qui se soient mis à me donner des coups. Puis la prof m'a pas pris au sérieux. Puis comme j'en veux pas à cette prof-là, elle a fait comme un burn-out quelques semaines plus tard, fait qu'elle était pas à son meilleur pour intervenir, mais reste que
ça a été quand même un manquement de sa part qui m'a affectée parce qu'après ça, moi, tu sais, ça m'avait pris tout mon petit change pour aller en parler. Puis après ça, moi, je me suis dit non, j'en parlerai plus parce que ça change rien. Puis en fait, j'avais été punie cette fois-là. Euh, donc, je me suis dit, puis ça avait empiré les choses aussi par après au niveau des jeunes qui m'intimidaient. Donc, je me suis dit plus jamais. Donc, j'en ai pas parlé euh, à mes parents, j'en ai pas parlé à mes amis, j'en ai pas parlé aux profs. Puis même plus tard, les profs, des fois, ils voyaient certains trucs, puis venaient me confronter, où il y a déjà eu une rencontre avec mes parents, puis je niais tout en bloc parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur que ça empire la chose. Puis justement, vu que c'était de plus en plus généralisé, je me disais, ils peuvent pas intervenir auprès de comme tous ces élèves-là. Euh, et c'est ça. Finalement, changer d'école a été la solution pour faire arrêter ça. Mais c'est quelque chose qui a eu un gros impact dans ma vie. Comme je disais, comme tantôt, au niveau des habiletés sociales, j'ai l'impression d'être un peu en retard sur mes pairs. Là, la neurodivergence vient jouer aussi là-dedans, mais comme j'ai l'impression de comme c'est ça, d'avoir pris un petit retard là-dessus parce que justement à l'école, j'avais pas d'amis, j'avais pas ces interactions-là avec les jeunes de mon âge. Euh, mais ça affecte aussi ma façon d'entrer en contact avec les autres au niveau de mon type d'attachement, au niveau de ma peur du rejet et tout. C'est quelque chose qui est encore très ancré en moi, puis même pas toujours conscient, mais euh, c'est vraiment intégré en moi, puis c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est vraiment difficile à défaire au fil des années. Puis ça a eu un grand impact sur ma santé mentale, donc euh, quand j'étais plus jeune, ça a vraiment eu un impact quand même assez tôt, là, comme à partir de 8 ans, j'avais comme des suicidaires qui étaient directement reliés à l'intimidation que je vivais à l'école. C'était comme, je veux faire arrêter ça. Puis ils ont raison de me dire que je mérite pas de vivre, nanana. Donc voilà, c'est ça aussi qui a amené l'automutilation. Ça a été vraiment en réponse à ça, la frustration que j'avais, un peu l'impuissance de ne pas pouvoir agir, on dirait que je le retournais contre moi. Par la suite, quand j'ai développé mon trouble alimentaire aussi, c'était aussi une façon de muter un peu mes émotions, me couper de mes émotions pour mieux gérer ce qui se passait au quotidien, me détacher de ça un peu. Puis c'est ça par la suite, vraiment juste, ben, carrément j'ai un diagnostic de stress post-traumatique qui est relié à ça. Donc la plupart de mes diagnostics découlent un peu de ça. Le TPL aussi est relié à ce trauma-là. Donc ça a vraiment eu un gros impact sur ma vie. Puis là, je blâme pas ça pour tout. Là. On s'entend qu'il y a d'autres facteurs. Mais ouais, c'est quelque chose qui a eu un gros impact sur ma vie. Puis c'est pour ça que je vois, ben, entre autres, que je trouve ça vraiment important c'est ça, de prendre ça au sérieux parce que je vois que souvent c'est pas pris au sérieux dans les écoles. Euh, de moins en moins, là, on s'entend, mais comme quand même, ça reste un enjeu. Puis je pense que les gens, des fois, comprennent pas à quel point ça peut avoir un impact sur le futur de ce jeune-là. Parce que c'est facile de minimiser puis de dire, ouais, ben, fais juste les ignorer, puis comme, ça va passer, là. Mais non, c'est pas ça. Euh, donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'espère que vous avez appris peut-être des choses intéressantes, surtout au niveau de la prévention. Là, je pense qu'il y a quand même des bons moyens de prévention qui ont été nommés. Euh, puis, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le milieu scolaire et tout, je peux mettre aussi en description des liens. Je sais qu'il y a entre autres une boîte à outils comme numérique pour justement les enseignants, les gens qui sont comme en position d'agir. Donc, il y a des trousses là, pour tout ça, pour être mieux outillés, à la fois pour l'adulte que pour des activités à faire de prévention avec l'enfant. Donc, je vais essayer de mettre ça en description. Donc, voilà. À la prochaine.